Salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, nombreux encore une fois pour la matinale des Ops. Salut Arnaud, salut Eric, salut Thomas, salut Lilian, salut Olivier, salut Lorraine. Donc vous êtes déjà nombreux, ça fait très très plaisir. Semaine après semaine, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous lever avec moi. Salut Bertrand aussi. Alors moi je suis pas très bien réveillé, je vous dis tout de suite d'ailleurs, la preuve c'est que j'ai pas pris ma tasse renard, j'ai pris une tasse en hommage à Athènes. Voilà, donc vous pouvez voir Athéna, que j'ai pas acheté d'ailleurs dans mon séjour, dans notre séjour à la No Code House Athènes, mais qu'on m'avait offert avant, parce que j'ai un très bon ami grec. Voilà, bon, c'est pas très intéressant, mais bon, tout ça pour vous dire que ce matin, voilà, je vais avoir besoin de 5 minutes pour me réveiller en douceur. Voilà, j'espère que de votre côté, vous avez votre thé, votre café. Et aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? Eh bien, on va parler, comme d'habitude, on va faire un petit peu de veille pour se réveiller. On va parler un petit peu d'IA, comme d'habitude. J'ai noté quelques petites choses assez spécifiques, notamment de l'IA dans les outils no-code. Voilà. Et puis, on fera un petit focus sur ce que j'ai appelé les méta API, c'est-à-dire toutes ces API qui permettent de faire plein de choses. Voilà. Salut Samantha aussi. Bah écoute, Lilian, voilà, c'est notre petit Woody contournement. Voilà, donc on va parler de ça à la fin. Mais pour bien commencer, eh bien, ce que je vous propose, c'est d'aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté de Product Hunt. Est-ce que Product Hunt est toujours envahi d'outils d'IA? Est-ce qu'il y a un peu des nouvelles choses? Voilà, on va voir ça. Si vous avez vu des choses passer intéressantes, que vous voulez nous les partager, n'hésitez pas dans le chat. Et puis voilà, on y va tranquillement, il est déjà l'heure. Alors oui, je me suis rasé. Effectivement, ça m'arrive pas très souvent, mais une fois de temps en temps, donc, du coup ça fait un grand contraste. D'ailleurs, ça fait souvent ça dans nos vidéos de formation aussi. Mais bon, voilà, on peut pas. Donc, voilà, désolé Gorkimat, voilà, je change un peu de temps en temps. Et Lilian qui nous partage Eden AI. Alors Eden AI, moi aussi j'ai un petit peu regardé et j'en parlerai aussi ici aussi. Et ça rentre un petit peu, d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles justement c'est un peu ça qui m'a trigger cette idée de focus sur les méta API. Donc voilà, je vous en parlerai un petit peu là à la fin. Et c'est un truc assez intéressant. Il y a un épisode du podcast If This Then Dev que vous devriez écouter si ça vous intéresse. J'ai trouvé ça assez intéressant. Le fondateur a l'air assez sympa. C'était pas non plus hyper pointu techniquement, mais c'était pas forcément l'objet. Voilà. Mais c'était un peu c'est un projet qui est assez jeune en fait. Je pensais que c'était plus vieux que ça. Mais voilà, je vais essayer. Si quelqu'un a le lien vers le podcast If This Then Dev, n'hésitez pas à aller écouter. Et il y a eu aussi d'ailleurs, rien à voir, mais quelques épisodes assez intéressants sur le no-code récemment dans ce podcast, puisque Bruno Soulez, que j'ai interviewé dans mon podcast, également est un dev, mais très fan de no-code. Donc voilà, il a interviewé Shubham, il a interviewé Jérémy Foucré. Donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter, c'était très bons épisodes. Et salut Martial également. Écoutez, bon, bah, on parlera tout à l'heure. Merci Lilian d'avoir partagé l'épisode. Allez, on part sur du côté de Product Hunt, regarder un petit peu ce qui s'y passe. Voilà, un petit peu quelles sont les sorties du lundi. Alors, il y a toujours du NFT, hein, on voit, donc voilà, ceux qui ont les plus de votes hier, a priori. Donc toujours du NFT apparemment, donc c'est pas complètement mort non plus. De l'IA évidemment, comme on le reconnaît au petit domaine, pour de la recherche. Alors, j'ai l'impression pour de la recherche de job, alors, de l'emploi. C'est un usage qui est quand même assez vieux, il faut dire, de l'IA. Quand même, ça fait un moment, j'ai l'impression quand même qu'on fait de la recherche grâce à l'IA. Hein, de la recherche d'emploi, de la recherche de profil, du matching de profil. J'ai l'impression que c'est une promesse qui existe depuis pas mal de temps. Un outil pour créer des sites web. Alors, il y en a toujours, hein. On a l'impression qu'on en a déjà largement assez des product builders, mais il y en a toujours. Bon, voilà, ça a l'air d'être un petit peu en mode Wix ou. Ah non, quand même, un petit peu, on voit les différentes couches. Bon, ouais, je pense qu'on on en a assez.
Ça, c'est une pub. Alors, du gros hacking. Gros hacking, ça a été une grosse tendance hein, quand même à une époque. Et puis, donc là, c'est une liste. 400 ressources. Donc voilà, un classique. Hein. Donc ça, vous connaissez ma haine, hein, je vais dire. Franchement, hein, pour tous les lancements de ressources comme ça compilées, très franchement, ça n'a aucun intérêt. Euh, Ça, c'est un Gamify List. C'est intéressant, je m'intéresse beaucoup à la gamification. Pour le cercle des ops, hein, vous vous en doutez. On essaye de faire un petit peu de gamification dedans. Je suis assez loin de ce qu'on pourrait faire. Mais peut-être que j'irai regarder ça, tiens, pour voir un petit peu comment c'est gamifié. Pourquoi pas, hein, ça peut être une idée. Un standing desk, alors voilà, ça arrive hein, toujours de temps en temps, je le dis à chaque fois, mais j'aime bien par contre avoir des produits physiques sur Producton, je trouve ça assez cool. Est-ce que vous avez un standing desk de votre côté? Est-ce que vous avez franchement, moi j'avoue, j'en rêve, mais je trouve que c'est quand même un truc qui a un prix assez conséquent. Et en plus, j'ai malheureusement pas vraiment la place chez moi de mettre ce genre de bureau. Ça, c'est un peu le problème quand on habite à Paris, on n'a pas forcément beaucoup de place. Et moi, mon bureau est sous une étagère, donc je peux pas le monter, sinon je rentre dans l'étagère direct. Donc ça, c'est un peu le problème. Ah, mais Lilian, toi, tu as la chance, tu vas avoir la chance bientôt d'avoir un grand appartement à toi où tu vas pouvoir faire un super bureau. J'espère que tu nous inviteras, évidemment. Euh, Qu'est-ce qu'on a? Une espèce de réseau social pour trouver des gens avec qui on s'entend dans sa boîte, pour les grosses boîtes peut-être, je sais pas trop. Alors ça, c'est un sujet que je sais pas ce que vous en pensez. C'est un sujet où j'entends un peu parler dans les podcasts que j'écoute, etc. C'est la musique générée par IA. C'est un des trucs qu'on n'a pas encore beaucoup vu. Il y en a, hein, ça fait un moment d'ailleurs. Apparemment, il y a des choses. Il y a un truc de Google qui est assez intéressant, qui arriverait bientôt là-dessus. Je sais pas, est-ce que vous êtes prêt à écouter de la musique générée par IA? Ça, voilà, moi je sais pas, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, hein. Franchement, on écoute beaucoup de musique électronique, hein, quelque part, hein. De toute façon, la musique maintenant dans le hip-hop, dans le rap, c'est toujours de la musique électronique faite par les beatmakers. Voilà, bon, peut-être des fois à base de samples. Voilà, mais effectivement, ouais, comme dit Thomas, j'ai l'impression que là, dans les 2 dernières semaines, ça a un peu accéléré parce que c'est un truc qui n'était pas encore très couvert. Et voilà, il faut voir. Ah, le modèle de Google où ils ont dit qu'ils ne le rendraient pas public. Oui, il y a un problème d'éthique et puis un problème de droit parce qu'apparemment, dans ce que j'entendais dans le rendez-vous tech, il disait que en fait, le modèle de Google, apparemment, il y avait trop de ressemblances. Quand je dis Google, évidemment, j'ai mon assistant qui commence à faire des trucs bizarres. Non, mais qu'il y a trop de ressemblances avec de la musique existante, en fait. Et il disait, oui, voilà, c'est ça, effectivement, hein. Comme dit Thomas, oui, c'est le respect des droits d'auteur, hein. Oui, mais apparemment, ouais, il y avait un sujet là-dessus. Donc, bon, c'est intéressant, hein. C'est un sujet qui est aussi très présent dans tout ce qui est génération d'images, qui est peut-être beaucoup plus difficile, mais c'est vrai il y a un vrai sujet autour de tout le contenu qui a entraîné les algos et les modèles de génération, quoi. Apprenez à devenir bon en anglais grâce à l'IA. Ça, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de gens, je pense, en France qui auraient besoin de ça. L'anglais, c'est très important. Donc, n'hésitez pas à aller à regarder ça. Bon, bah écoutez, ça, voilà, hein, je sais pas, je vois pas de choses particulièrement passionnantes. Euh, on va s'arrêter là et on va enchaîner tout de suite euh, avec notre petite veille. Je regarde un petit peu ce que vous dites dans le chat. Oui, j'ai commencé à écouter le dernier épisode de Génération Do It Yourself. Même si j'avoue que franchement, j'ai commencé à vraiment avoir de plus en plus de mal à écouter Génération Do It Yourself parce que même si j'ai l'impression que Mathieu Stéphanie est vraiment un chic type, je commence à plus avoir un peu du mal avec sa manière d'interviewer les gens et surtout de tout le temps tout ramener à lui, quoi. Je trouve ça vraiment assez étrange et un peu énervant. Mais la personne qui l'interviewe, par contre, dans le dernier épisode, effectivement, comme dit Lilian, parle pas mal d'art génératif et tout. C'est très très intéressant. En tout cas, ce que j'ai écouté pour l'instant sur le début. Donc voilà. Et Thomas, tu viens de sortir un mini-site sur la question IA et art. Bah, vas-y, n'hésite pas à nous partager ça. Je suis curieux de voir ça.
Et merci Lilian du coup d'avoir partagé l'épisode. Ouais, voilà, c'est parti pour la petite veille. Je crois qu'il n'y a rien eu de nouveau. Si vous avez vu des choses, donc la veille sur les ops, si vous avez vu des choses intéressantes, n'hésitez pas à me le partager. Donc au niveau d'Airtable, on n'a rien de nouveau. Ils ont juste sorti une petite vidéo sur tout ce qui est sorti. Donc tous les mois, ils font une vidéo qui est très bien, qui s'appelle What's New in Two, qui est en fait en 2 minutes, ils font ils vous montrent tout ce qui a été nouveau dans le mois passé. Et franchement, c'est vraiment c'est pas mal. Donc, on a parlé de toutes les nouveautés. Alors, si, non, il y a un truc que j'avais pas vu passer, je sais pas si vous l'aviez vu. On a désormais la possibilité d'éditer les chants, plusieurs chants d'un coup. Et ça, très franchement, c'est vraiment pas mal, notamment pour les effacer. Euh, Ça, c'est quelque chose que je pense, je sais pas pour vous, moi j'attendais depuis longtemps, surtout parce que vraiment ça m'énerve profondément, je le dis souvent d'ailleurs dans les vidéos, quand on crée une nouvelle table, le fait qu'il y ait plein de champs par défaut, franchement je trouve ça vraiment relou. Je comprends l'intérêt hein, évidemment, mais quand on est un utilisateur avancé d'Airtable, on n'a pas du tout envie. Et donc les 3 enregistrements et les 4 chants par défaut, on a envie de les effacer d'un coup. Alors, les enregistrements ça va vite, les chants ça prenait un peu de temps, maintenant on peut tout effacer d'un coup. On peut tout cacher d'un coup aussi, donc ça c'est vraiment pas mal. Le sujet des API, regardez, j'ai fait tout un focus là-dessus il y a 2 semaines, donc ça c'est très important. Et le reste, c'est pas si intéressant que ça, mais n'hésitez pas à aller voir. Du côté de Zapier, sur le niveau de leur blog, toujours un petit peu la même chose, hein, toujours leur petit contenu un petit peu SEO, mais des fois qui sont intéressants, leurs reviews de browser, etc. Donc bon voilà, il n'y a rien a priori de très intéressant depuis la semaine dernière. Du côté de Notion, pas de nouveauté. Il y a eu aucune release note en janvier. Donc voilà, un mois un petit peu calme. Et du côté de Make, toujours rien, à part ces custom functions, voilà, qui sont très intéressantes. D'ailleurs, je profite que Lilian soit là dans le chat parce qu'on en avait parlé très rapidement la semaine dernière. Et il me semblait, Lilian, que tu m'avais dit que les custom functions n'étaient disponibles que sur le plan entreprise. Là, c'est pas vraiment spécifié, donc je sais pas trop. En tout cas, ça, c'est vraiment, vraiment, je l'ai dit la semaine dernière, donc je vais pas trop répéter, mais c'est vraiment une super fonctionnalité. Donc voilà, je sais pas, au niveau de nos codes, ouais, tu me confirmes, donc Lilian confirme que c'est disponible que pour les entreprises. Je trouve ça pas très sympa du coup de pas le spécifier ici. C'est dommage parce que c'est vraiment une super fonctionnalité. Donc voilà. Ouais, Lorraine confirme aussi. Make s'est positionné pour réduire la consommation énorme des entreprises. La consommation de tâches, tu veux dire? Pour leur donner des possibilités de réduire les tâches en utilisant des fonctions custom, bah, pourquoi pas, hein, c'est pas forcément une consommation des opérations, bah, c'est pas forcément une mauvaise chose. Enfin, tu veux dire, c'est quoi que tu valides pas? Le fait qu'ils le partagent pas non plus avec, enfin, voilà, que les particuliers, en quelque sorte, les makers et tout, ne puissent pas aussi réduire leur consommation d'opérations. C'est vrai que c'est un peu étrange, mais en même temps, quelque part, on peut comprendre qu'ils sont obligés un petit peu de différencier les différents niveaux de pricing, quoi. Donc, bon. Est-ce que vous avez vu un petit peu dans votre veille, avant qu'on passe au focus sur l'IA, est-ce que vous avez vu des choses un petit peu intéressantes dans les outils no-code en général ou dans nos outils évidemment d'Ops plus particulièrement? Donc là pour l'instant je me focus hein, toujours un petit peu sur Airtable, Zapier, Make et Notion, là, qui sont donc les 4 outils hein, qu'on suit le plus chez Contournement. Mais n'hésitez pas si vous en avez d'autres hein, du côté de Base Road, N8N. Je pense que je vais les ajouter hein, petit à petit dans la veille. C'est des outils que j'ai envie de plus mettre en avant et d'explorer. Donc voilà, c'est des outils aussi qui vont arriver un petit peu dans le cercle des ops. D'ailleurs, au niveau du cercle,
Grâce à Julien, je vais avoir bientôt un- la veille, un sous-ensemble de la veille qu'il fait sur les outils d'Ops plus spécifiquement. Et donc dans le cercle, je partagerai une veille un petit peu plus condensée qui sera plus spécifiquement focus sur les Ops, où j'ajouterai quelque chose, où je ferai un petit peu ma curation par-dessus. C'est un gros sujet sur lequel je suis en train de travailler au niveau du cercle des Ops, qui est vraiment le, le contenu, tout simplement. Donc à la fois la curation de contenu et la création de contenu, plus spécifiquement autour des ops, évidemment, autour du freelancing, qui est un sujet très important pour pas mal de gens dans le cercle. Donc voilà, donc ça, on reviendra un petit peu là-dessus. Si peut-être je peux vous partager quand même quelque chose que j'ai trouvé assez génial. C'est un article de la newsletter, je l'ai partagé aussi sur Twitter, de la newsletter de Aaron, Aaron Korenblitz, qui est un expert en Ops, etc., qui travaille chez Webflow désormais, qui est passé par Airtable avant, et avant Airtable par je ne sais plus quoi, avant il était en freelance peut-être. Et attendez, où est-ce que je vais trouver ça? Je vais aller chercher, j'ai partagé un petit article. Je vais aller le rechercher du coup, dans le cercle, tout simplement. Je ne vais pas vous partager. Notamment, j'ai fait beaucoup de modifications récemment dans le cercle des Ops. Donc ça, je garde la surprise pour les gens. Voilà, c'est un petit article qui est ici. Hop, que je vais partager à l'écran. Que je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à lire. Mais vraiment, genre, vraiment. Alors là, c'est quelque chose d'un petit peu plus méta, c'est pas forcément au niveau spécifiquement des outils no-code, mais vraiment la notion de workflow. Ça, c'est hyper important parce que, donc vous savez, hein, de toute façon, quand vous faites des automatisations, quand vous numérisez des processus de votre entreprise, de votre activité, bah, vous mettez en place des workflows. On va dire que c'est la version, moi en tout cas, c'est ce que j'appellerais la version numérique, digitale de vos processus. Et en fait, il explique que c'est en fait souvent on comprend pas bien les workflows, on se pose pas assez, on réfléchit pas assez à ce qui compose notre workflow. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste un peu, notamment dans la formation processus qu'on a fait avec notre ami Xavier. Mais voilà, et là il le dit vraiment avec, je trouve, un petit framework très simple qui divise en trois. Et donc pour bien comprendre, il dit d'abord quelles sont les étapes. Donc ça, c'est vraiment le processus, vraiment, ça vous pouvez utiliser des méthodologies comme BPMN pour vraiment le modéliser. Donc vraiment, posez-vous bien les questions de quelles sont les étapes. Ensuite, quelles sont les informations, donc les listes d'informations dont vous allez avoir besoin pour chaque étape. Donc ça, c'est la partie data. Et ensuite, quelles sont les personnes qui sont impliquées dans chaque étape. Et en fait, ça va vous donner vraiment votre processus, mais un petit peu en 3D en quelque sorte. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Donc voilà, donc là il propose une méthodologie de mapping et tout. Mais vraiment, vous voyez, c'est un article qui est assez condensé. Bon, franchement, je vous invite vraiment à vous inscrire à la newsletter d'Aaron parce que, vous voyez, c'est des articles comme ça qui sont très condensés, très efficaces, très pertinents. Et voilà. Et moi, j'en propose voilà, les articles comme ça, maintenant, les choses intéressantes comme ça, je les mets dans une partie du cercle et voilà, avec un petit résumé fait avec IA, vous vous en doutez, voilà, pour que j'agrémente évidemment. Euh, alors, je vois que vous parlez un petit peu donc l'IA dans Notion. Bon, voilà, on en avait parlé un petit peu hein, dans le cercle il y a 2 semaines ou une semaine, je ne sais plus. Ah, on peut changer. Alors maintenant, Olivier nous dit on peut changer plusieurs enregistrements d'un coup. Alors, à vrai dire, je crois que c'était possible depuis un moment, si je dis pas de bêtises. Attends, je vais faire un petit test. Je crois, pour être honnête, ce que tu dis, Olivier, c'est que c'était déjà possible hein, de modifier en fait plusieurs fois la même propriété d'un coup dans plusieurs champs. Je sais pas. Euh, à vérifier. Alors si c'était pas possible, peut-être que en tout cas, peut-être que la nouveauté c'est la case à cocher, mais en fait on pouvait déjà sélectionner plusieurs.
Ok, non mais alors peut-être que les checkbox sont... Alors attendez, je vais partager mon écran pour qu'on voit de quoi on parle quand même. Mais attendez, hop, alors, je vais partager tout simplement la page. Ok, bon, autant pour moi, hein, désolé, j'ai dit une bêtise, c'est pas nouveau. Attendez, je vais vous partager cette fenêtre-là. Euh, Bon, c'est le bas de la veille, hein, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Mais donc ici, effectivement, on voit... Attendez, je vais zoomer un petit peu d'ailleurs, même ce sera plus facile. Ici, on voit qu'il y a des checkbox. Et donc, en fait, quand on a sélectionné comme ça ces checkbox, quand on fait un clic droit, ici, on peut modifier plusieurs propriétés d'un coup. Par exemple, le statut de ces tâches d'un coup. Et donc, voilà. Donc, effectivement, ça, c'est nouveau. Mais par contre, avant, on pouvait déjà faire comme ça, sélectionner. Qui, d'ailleurs, coche les checkbox. Et aussi, il y a une checkbox qui permet de tout sélectionner d'un coup. Donc effectivement, extrêmement pratique, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Je pense que c'est quelque chose qu'on avait montré dans notre formation d'ailleurs. Mais ça peut être hyper pratique. C'est un truc qui n'y a pas dans Airtable d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Pouvoir modifier. Ça ne marche pas pour toutes les propriétés d'ailleurs, hein. Mais c'est effectivement extrêmement pratique. Hop, et comme ça, moi je vais supprimer tout d'un coup ces tâches inutiles que j'ai rajoutées. Alors, allons-y pour notre deuxième segment. En fait, je me rends compte que j'ai toujours le timing que j'ai en tête est toujours un peu décalé par rapport à ce que je devrais faire. Hop. Alors, attendez. On va fermer ça. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Eh bien, je voulais vous montrer une nouvelle tendance, en quelque sorte, que on a observé dans... non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout une tendance. C'est deux choses très différentes. Donc, je retire tout de suite ce que j'ai dit. Hop. Et on va aller ici et on va faire une nouvelle page. Et ensuite, je vais vous montrer quelque chose. Hop, on arrive. Hop là, on n'est pas parti, c'est pas le bon écran. Je retire. Donc, pour parler un petit peu d'IA cette semaine, j'ai choisi de faire un petit focus sur l'IA dans les outils no-code, dans deux outils no-code, dans deux usages complètement différents de l'IA dans les outils no-code. La première, c'est quelque chose, je l'avais un petit peu évoqué, c'est dans Software. C'est la manière dont ils ont implémenté très rapidement au mois de décembre les fonctionnalités d'OpenAI. Comment ça se passe? Eh bien ici, tout simplement, quand vous allez dans les intégrations dans Software, donc Software qui est un outil pour créer des sites web, des applications, des web apps, plutôt des outils internes, mais on peut faire pas mal de choses différentes. Eh bien tout à la fin, ici, il y a OpenAI. Vous voyez que c'est en vert puisque j'ai ici rentré ma clé d'API OpenAI. Et donc, en fait, ça donne accès à deux fonctionnalités très différentes, mais que j'ai trouvées assez intelligentes, à vrai dire. Puisque c'est deux manières de faire vraiment deux choses absolument différentes. Première chose, quand vous créez ici, alors je suis dans un projet, c'est dans le projet de dashboard que je vous avais montré, mais donc quand vous créez ici du contenu, par exemple, je vais prendre ici par exemple le hero, donc admettons que je veux lui mettre ici un hero dans ma page, eh bien ici, à chaque fois qu'il y a des images, quand par exemple, si je supprime cette image et que je veux en ajouter une, eh bien ici, j'ai un asset generator. Et cet asset generator, c'est tout simplement une implémentation de DALL-E, donc que vous allez pouvoir utiliser. Et donc, à chaque fois que vous avez des images, eh bien, vous allez pouvoir générer une image. Donc, par exemple, admettons que je veuille faire... je sais pas, qu'est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'il y a une image que vous voulez générer? Mais donc, en gros, voilà, vous allez pouvoir générer une image que vous allez pouvoir utiliser. On va voir si quelqu'un est rapide pour nous donner une idée. D'ailleurs, j'entends les ouvriers qui arrivent à ma fenêtre. Tiens, d'ailleurs, on va essayer de générer une image de breaking wall window. Voilà, parce que c'est ça qui risque de se passer très bientôt. Donc, les grands esprits se rencontrent. Voilà, Thomas, bien vu. Donc voilà, franchement, je suis vraiment fasciné par la génération d'images. Honnêtement, je trouve que DALL-E, c'est vraiment pas incroyable. Par contre, Midjourney, je trouve ça absolument fabuleux. Mais là, quand même, c'est vraiment quand même très très drôle, quoi. Donc voilà, on a notre asset et on peut l'utiliser. Euh,
Donc voilà, on a un ouvrier à la fenêtre qui symbolise un petit peu ce qui va se passer. Donc voilà, c'est le premier usage. C'est à chaque fois que vous avez du contenu, vous allez pouvoir utiliser euh, le générateur de texte, d'images et de texte. Ça, c'est le deuxième truc. Donc vous voyez que ici, j'ai un champ texte à remplir, donc qui est, eh bien, je vais pouvoir générer du texte ici grâce à la petite tête de robot. Et donc maintenant, je peux lui demander, donne-moi en quelques lignes l'intérêt de casser un mur, par exemple. Voilà, on va lui demander ça. Alors, il n'a pas kiffé. Peut-être qu'il faut que je lui demande en anglais. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que on ne sait pas trop s'ils enrichissent le prompt ou pas. Mais donc voilà, donc casser un mur permet de modifier le plan d'aménagement d'une pièce. Et donc voilà, et là on va lui dire, hop, ajoute ça à la tâche. Même ici, là dans euh, euh, un titre d'article sur le cassage de mur, voilà par exemple. Donc comment le cassage de mur a révolutionné. Alors on ne sait pas ce qu'il a révolutionné, mais voilà. Donc voilà, ça c'était un petit peu l'usage que je trouvais assez intéressant dans Software. C'est vraiment pour vous aider au contenu. Mais donc ça c'est assez trivial, c'est hyper pratique, même si très franchement je l'utilise pas parce que je trouve que Dali c'est juste un peu naze et moi je préfère très largement Midjourney. Mais voilà, même sur le texte, bon, c'est un usage. Mais deuxième usage qui est très intéressant, je trouve, c'est que vous pouvez créer des blocs de texte où vous allez donner la possibilité à vos utilisateurs d'utiliser les outils d'IA. Donc ça, on en a déjà parlé très rapidement, mais voilà, donc ça, c'est où est-ce que ça se passe. Je me souviens même plus comment ça s'appelle. Voilà, c'est ici, donc intelligence artificielle, ce sont des trucs statiques. Et donc, par exemple, je peux ici ajouter un bloc de génération d'images. Alors, faites très attention, évidemment, ça va utiliser votre clé d'API, donc si les gens en abusent, ça va être compliqué. Mais moi, ça, par exemple, je peux l'utiliser pour donner accès à Gaëtan, par exemple dans mon équipe, qui n'a pas forcément un compte OpenAI, etc., eh bien, je pourrais lui donner accès dans notre petite intranet perso à Dali de cette manière-là, et puis comme ça passe sur le compte, la clé OpenAI de la boîte, par exemple. Donc ça peut être assez sympa. On peut personnaliser le nom du prompt, toutes ces choses-là, le nombre d'images qui sont générées, la taille des images, et donc voilà. Le seul truc que je trouve un petit peu dommage, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est qu'en fait, on ne peut pas enrichir le prompt. C'est-à-dire que ça va envoyer tel quel ce que la personne a tapé pour le générer une image. Donc vous voyez, là, en gros, si je publie, donc j'espère que vous entendrez pas trop les bruits. Oula. Donc là, en plus, c'est vraiment à ma fenêtre hein, ce matin. Donc ça va peut-être être très pénible. Si vous entendez trop, dites-le moi. Ouais, je crois que aujourd'hui, ça va pas bien marcher, putain. Attendez, je vais couper ça très rapidement. Ouais, je pourrais utiliser Crisp effectivement, mais il y a un problème, c'est que Crisp n'est toujours pas disponible sur Windows malheureusement. Attendez, je vais couper un petit peu et je salue Céline au passage. Je vais couper un petit peu parce que là, je sens qu'il est en train de faire un peu le gros œuvre, mais je vais revenir après. Ouais, là, on sait pas aujourd'hui. Bon, ça y est, là peut-être. Voilà. Donc bon, au passage, je vous ai montré. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que on publie la page. Donc voilà, je trouve que c'est un usage qui peut être assez intéressant. Et de la même manière, bah, vous avez un autre bloc ici qui est ici le bloc pour la génération de texte. Donc voilà. De la même manière, et pareil, je trouve ça assez dommage qu'on ne peut pas modifier le prompt qui est donné par les gens. Parce que moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les personnes rentrent un texte, mais que vous puissiez ajouter du contexte à ce texte et que comme ça, la génération soit un peu plus personnalisée. C'est peut-être des choses qu'ils ajouteront, mais bon, voilà. Peut-être que c'est quelque chose aussi qu'on pourra faire manuellement quand ils ajouteront les actions. Et à ce moment-là, tout simplement, au clic sur un bouton, eh bien, on pourra envoyer ça à l'API directement, l'enrichir et puis afficher la réponse.
Donc voilà, donc ça c'était le premier usage que je voulais vous montrer, que je trouve intéressant, n'hésitez pas à aller regarder. Deux usages en fait très différents, à la fois pour la génération de contenu et à la fois pour utiliser, donner accès à vos utilisateurs. Deuxième chose, je vais rapprocher peut-être mon micro si je parle plus fort, plus près. Ah, j'ai dit 8h30 dans la newsletter. Ah, je vais pas être réveillé quand je l'ai écrit, mais c'est 8h. C'est 8h dans le. C'est vrai que désolé pour ça, Céline. Voilà. Alors, deuxième usage de nos codes dans Glide, on en a parlé un petit peu dans évidemment, Stan nous a fait une démo puisqu'il s'agit de Glide. Mais donc nos amis de chez Glide, ils ont utilisé l'IA pour pour enrichir leur moteur de recherche. Donc ici, quand on fait une recherche, alors ils ont fait une page aussi un petit peu qui ressemble à Google, mais c'est aussi la même chose ici. Et donc ici, ils ont fait un chatbot qui permet de poser des questions propres vraiment à Glide. Donc par exemple, how to make a CRM app with Glide. Et donc, en fait, ils ont entraîné un modèle avec donc ChatGPT avec leur problème. Donc voilà, et donc les ressources sont toujours personnalisées. Can I make an inventory app, par exemple? Bon, là, je pose des questions un peu triviales, donc c'est pas. Mais c'est assez intéressant, c'est de se dire que derrière, il y a ChatGPT qu'ils ont entraîné. Bon, voilà, donc là, ils disent même que. Vous voyez, donc c'est assez bien fait. Et suivant les questions, même des fois, il peut vous montrer des vidéos très spécifiques de ce qu'ils ont fait. Ils ont aussi développé un espèce de moteur qui leur permet de générer des vidéos qui montrent des manipulations dans l'application. Donc voilà, donc il y a tout un vaste sujet. Mais c'est pas forcément ça que je voulais vous montrer le plus, parce que ça, finalement, il n'y a rien de plus à dire. C'est pas un usage directement dans l'application, mais c'est dans le contexte de Glide en général. Mais par contre, il y a deux outils que j'ai vu passer cette semaine qui permettent de faire ça de votre côté. Le premier, c'est AddContext, qui nous a été partagé sur le chat de No Code France, sur le Slack, par Jean-Michel de TimeTonic. Et donc en fait, ça permet de créer des chatbots vous-même, donc vraiment à l'exemple de ce qu'a fait donc Glide, sauf que Glide, eux, ils l'ont fait eux-mêmes, c'est des devs, ils ont entraîné eux-mêmes leur modèle, etc., à travers l'API d'OpenAI et tout. Enfin, on peut imaginer, hein. Mais ça va vous permettre de le faire ça en mode no-code. Et donc en fait, comment ça fonctionne? Eh bien, si vous voulez créer un chatbot, vous allez lui donner une liste de vidéos YouTube, vous lui donnez un titre, etc. Alors il faut payer a priori, mais c'est normal, c'est quelque chose qui est très très intense en termes de processing de données. Mais en gros, il va transcrire vos vidéos, et toutes les transcriptions, il va les alimenter dans un chatbot. Et c'est un truc que j'ai assez envie de tester, même si j'ai peur que ça coûte assez cher, mais j'aimerais bien le tester sur notre podcast. Et donc, vous voyez, hein, d'ailleurs, hein, si on fait un browse chatbot, vous voyez que c'est beaucoup de podcasts, par exemple le Tim Ferriss Show, qui est un podcast très connu aux États-Unis, qui ont été entraînés grâce à du contenu. Mais donc voilà, si vous avez du contenu, donc c'est ce qu'ils ont fait par exemple chez TimeTonic, hein, vous pouvez aller voir sur le channel Média Éveil dans No Code France, ils ont fait ça, ils ont entraîné, ils ont un channel YouTube où ils ont beaucoup de contenu, de tutos, etc. autour de TimeTonic, et donc voilà, ils ont entraîné, et franchement je trouve ça assez génial, voilà, de pouvoir faire ça vraiment sans avoir... voilà. Je ne sais pas si vous avez une idée de question, moi j'écoute pas le podcast de Tim Ferriss, mais si on va lui demander... Est-ce qu'on peut vraiment travailler uniquement 4 heures par jour, par semaine? Voilà, c'est un de ces livres évidemment très connus, voilà, qui est pas mal d'ailleurs. Je ne suis pas un fan absolu de Tim Ferriss, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Et donc, voilà. Donc là, on a la réponse. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous donne les références. Donc, on peut imaginer que c'est peut-être des endroits dans le podcast précis, voilà, où il en parle. Donc pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est intéressant. Voilà, différents épisodes d'ailleurs. Alors ça nous emmène pas à un endroit précis dans l'épisode d'ailleurs. Alors ça c'est un des cofondateurs de Basecamp, David Meyer Hanson. Hyper intéressant lui pour le coup. Peut-être il faudrait que j'écoute cet épisode. Donc voilà.
Voilà, après, il nous met des extraits et tout. Donc voilà, donc franchement, je trouve ça vraiment tout à fait passionnant. Je sais pas si ça marche mieux en anglais qu'en français. Voilà, donc c'est peut-être quelque chose que je testerai à l'occasion, je vous dirai. Et j'ai vu un autre truc passer cette semaine que j'ai trouvé aussi très très intéressant, dans le même ordre d'idée, qui est d'entraîner un chatbot avec vos données. Mais là, c'est pas seulement des vidéos, c'est carrément, on lui envoie tout simplement des PDF et littéralement des bouquins. Donc évidemment, vous en doutez, j'aimerais bien tester ça avec notre livre. Mais le problème, c'est que malheureusement, pour l'instant, ça ne fonctionne qu'en français. Euh, donc voilà, j'ai vu quelque part. D'ailleurs, en fait, on peut poser des questions. Je crois que j'ai posé la question, mais on peut poser des questions sur le live démo. Alors, est-ce qu'il y en a des qui sont publics? Ouais, donc voilà, donc le mec il a entraîné son truc avec par exemple L'Art de la guerre, qui est un livre très connu évidemment de Sun Tzu, voilà, plein de maximes autour de la guerre, genre qui veut, enfin voilà, bref, je vais pas rentrer là-dedans parce que en plus j'allais dire un truc qui vient pas de l'art de la guerre, donc mais voilà, j'allais dire qui veut la paix prépare la guerre, mais ça vient pas de l'art de la guerre, il me semble. Ou peut-être, je sais plus. Bon, très franchement, voilà. Donc vous regarderez, ça c'est pas vraiment le sujet. Mais voilà, donc ça c'est un truc que j'attends parce que ça je trouve que c'est hyper intéressant. Si ça marche bien, c'est hyper puissant. Juste envoyer des PDF et puis voilà, direct avoir un chatbot qui vient là-dessus. Franchement, j'ai assez hâte de tester ça. Donc voilà. Et en plus, on peut uploader des PDF avec vraiment beaucoup de caractères, hein, donc c'est voilà, je suis assez curieux de savoir derrière vraiment comment ça fonctionne. Je sais que ça coûte pas forcément si cher que ça d'entraîner un modèle dans OpenAI, mais bon, quand même, je peux imaginer que c'est quelque chose quand même d'assez coûteux. Salut Xavier qui nous rejoint sur la fin. Tu as raté que les deux tiers. Tu arrives à 40e minute, donc tu arrives pour le dernier sujet sur lequel on va passer maintenant, puisque j'ai pas grand chose à vous dire de plus sur l'IA. Si vous testez ces choses-là, tenez-moi au courant. Si vous créez des bots contextuels et tout, vraiment, n'hésitez pas à me le dire. Et on va passer au dernier sujet. Le dernier sujet, c'est ce que j'ai envie d'appeler les méta-API. Alors je vais fermer tout ça et on va passer tout de suite sur un truc. Hop là. Donc d'ailleurs peut-être que je vais enlever ça et je vais faire une petite introduction très rapide parce que je vais enlever déjà la bannière aussi. Alors parce que maintenant en fait on essaye d'extraire des fois des bouts. Donc voilà. Aujourd'hui j'ai envie d'aborder le sujet des méta-API. Et j'ai envie de revenir sur un truc que j'avais pas forcément compris, pour être tout à fait honnête. Si vous me suivez depuis longtemps ou quoi, bah vous savez que notamment il y a un outil qui s'appelle NoCode API qui avait été lancé il y a quelques temps sur Product Hunt. Et très franchement, j'avais assez peu compris l'intérêt. Et il y a quelques jours, j'ai eu une révélation. Quelques jours, enfin en fait, c'est une conjonction de choses qui m'ont fait me dire qu'il y avait en fait quelque chose d'assez intéressant. On passe tout de suite sur, voilà, ici, hop là. Donc, NoCode API. Donc, très franchement, quand j'ai vu NoCode API la première fois sur Product Hunt, je me suis dit, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Est-ce que ça sert à créer des API? Auquel cas, peut-être que ça a un intérêt concret de se dire, on fait des API. Et puis, je suis allé regarder. Et puis, en fait, j'ai regardé et je me suis dit, ok, c'est une marketplace qui permet de se connecter à des API. Et donc, en fait, à des API, mais qui ont déjà des API. Donc par exemple Instagram, il y a une API Instagram à laquelle on peut se connecter et donc j'arrivais pas vraiment à comprendre quel était l'intérêt de passer par l'API, le NoCode API pour se connecter à Instagram API. Pareil, OpenWeatherMap par exemple, très bon exemple, c'est une API qui est très bien documentée, on l'utilise beaucoup dans nos formations. Je ne comprenais pas, je me dis bon ok, pourquoi je vais aller là? Vous voyez, donc il y a plein de choses, Airtable, il y a une API, Airtable en plus c'est disponible dans Make, etc. Et en fait, en réfléchissant, et notamment aussi en écoutant d'ailleurs un petit peu, c'est aussi en écoutant le podcast avec le cofondateur de Eden.ai que, en fait, petit à petit, je me suis dit, mais oui, déjà, en fait, ok, c'est un intérêt parce que déjà, il faut que j'arrête de voir les choses par ma perspective de dev. Et puis, ce côté d'agréger, finalement, ça a du sens parce qu'il y a certaines de ces API qui sont vraiment très très chiantes avec lesquelles travailler. Si je prends les exemples OpenWeather API, effectivement, je peux travailler avec direct. Par contre,
l'API, par exemple, de Google Fit, probablement qu'elle est assez galère, parce que probablement qu'il y a de l'eau haute, etc. Et donc, voilà, ça va être galère à utiliser. Et donc, en fait, de proche en proche, vraiment, j'ai compris. En fait, j'ai compris, en comprenant l'intérêt de Eden AI, de quel je vais revenir après, finalement, j'ai compris l'intérêt de NoCode API. C'est vraiment l'idée d'avoir une seule interface, beaucoup plus standardisée. Alors là, c'est pas aussi intéressant que dans Eden AI. D'ailleurs, peut-être que je vais plus parler de Eden AI que finalement de NoCode API. Mais voilà, ce que j'avais envie de dire pour commencer un petit peu ce segment, c'est que j'ai dit un peu du mal de NoCode API parce que je trouvais ça complètement nul et que ça n'avait aucun intérêt. Et voilà, au bout d'un moment, des fois, on change d'avis avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et très franchement, maintenant, je vois beaucoup plus l'intérêt. D'ailleurs, je remercie le cofondateur d'Eden AI de m'avoir ouvert un peu les yeux sur tout ce contexte vraiment des méta-API, de l'agrégation d'API dans une plateforme pour simplifier les accès, pour avoir des interfaces un peu plus unifiées. Mais donc, on parle de Eden AI, donc allons sur Eden AI quand même. Qu'est-ce que c'est ça leur domaine? Non, c'est pas ça leur domaine. Attendez, je clique n'importe comment. J'ai le lien évidemment en plus. Non, j'ai pas le lien d'ailleurs. J'ai pas bien préparé cette émission. Ici, edenai.co, à une lettre près. Donc Eden AI, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils agrègent des API pour différentes API autour de l'IA. Donc, c'est beaucoup plus spécialisé que NoCode API, quelque part. Donc ça, déjà, je trouve que ça a plus de sens. Merci Arnaud de partager aussi le lien. Zetoun17, je reviendrai peut-être sur NoCode API, après on regardera aussi... voilà, sinon, n'hésitez pas, je vous mets le lien aussi de NoCode API d'ailleurs. Hop là. Donc, ici, Eden AI, c'est vraiment une interface pour... attendez, le mieux, franchement, c'est de rentrer dedans. Je vais vous partager une autre fenêtre parce que je me suis créé un compte avec mon adresse perso. Donc, je vais venir plutôt là et je vais vous montrer parce qu'en fait, une fois qu'on est dedans, c'est franchement 10 fois plus explicite que leur page de présentation, en fait, en quelque sorte. Donc, on va faire ça. Hop, on va partager une autre fenêtre. On revient ici et on va partager, voilà. Parce que là, c'est vraiment, vous allez comprendre tout de suite le sujet. Donc tout d'abord, un peu de doc. Vous allez chercher votre clé d'API. Vous allez chercher qu'une seule clé d'API, la clé d'API OpenAI. Et ici, vous avez catégorisé. Et c'est ça qui me plaît beaucoup et qui m'a un peu aussi vraiment fait voir un peu la lumière par rapport à NoCode API. C'est que là, on ne vous parle pas d'API, on ne vous parle pas de Microsoft, on ne vous parle pas d'OpenAI, on vous parle de sujets. Donc, par exemple, le texte, le speech. Et donc ici, quand vous cliquez là-dessus, eh bien, vous arrivez à différentes fonctionnalités d'intelligence artificielle que vous pouvez exploiter. Donc, vous voyez, par exemple, une fonctionnalité dont on parle beaucoup en ce moment, ChatGPT, voilà, partage ton lien d'affiliation Eden AI si tu veux. Voilà, dans le chat, je n'ai pas pensé à le faire, c'est pas un problème. Donc voilà, ici, là, et donc là, je clique dessus, donc les résumés. Et donc là, vous arrivez dans une documentation d'API. Ça, il n'y a pas de secret, on est quand même dans un sujet d'API, on n'est pas dans une abstraction plus haute, même si vous pouvez évidemment utiliser tout ça avec Make ou Zapier, notamment parce qu'il me semble qu'il y a un module Make Eden AI carrément, donc voilà, vous avez le niveau d'abstraction, mais donc là, on va parler de l'API. Et donc, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, une fois que vous êtes arrivé dans le sujet du résumé, de la résumisation, c'est pas un mot, mais c'est pas grave, eh bien ici, on vous parle des différents providers qui peuvent vous faire ça. On vous donne les prix des providers, et ensuite, ici, vous pouvez même tester. Et en fait, l'intérêt d'OpenAI, donc, c'est d'avoir une interface unifiée. Ici, vous voyez que vous allez spécifier les providers qui vous intéressent. Et donc, vous pouvez soit tous les utiliser, vous allez avoir plein de résumés. Alors évidemment, vous serez facturé pour chacun des résumés. Ou alors, eh bien, vous choisissez ce que vous voulez. Par exemple, Microsoft et OpenAI. Et donc ici, par exemple, si je mets un résumé,
Alors attendez, est-ce qu'on a un article un peu sympa quelque part à résumer? Bah écoutez, est-ce que j'ai sous la main encore l'article tout à l'heure on va aller chercher l'article de notre ami Aaron de tout à l'heure, hein, voilà, hop, on va prendre son article. Et puis, on le met ici. Alors là, c'est pour simuler un appel d'API, hein. Il vous dit le nombre de caractères. Donc comme ça, vous pouvez un peu présumer de combien ça va coûter, hein, vous voyez les prix. Et vous lui indiquez le langage. Ça, c'est mieux pour l'aider, sachant qu'il y a une API de détection de langage, hein, évidemment. Et vous lui dites combien de phrases vous voulez. Alors, sachant que ça marche pas terrible, je trouve, quand j'ai testé. Mais donc, imaginons, vous lui dites 5 phrases. Et je lance. Et voilà, alors je crois qu'on a voilà, on a quelques dollars de crédit, 10 dollars de crédit. Si vous suivez les liens d'affiliation, vous allez, Lilian aura plein de crédits, je crois, c'est comme ça que ça marche. Alors je sais pas si c'est de l'argent directement, mais voilà. Alors, au niveau de OpenAI, il y a eu une erreur. Donc vous voyez, ça peut arriver. Par contre, au niveau de Microsoft, on a une réponse. Ça, c'est intéressant, parce que ça permet aussi de tester un peu la fiabilité, en quelque sorte, des API. Et donc là, vous voyez que j'ai un résumé avec des solides lignes bien processées que je peux utiliser, je peux voir de manière visuelle. Donc voilà. Et donc ça, vous voyez, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, on est vraiment sur une interface unique. Lui, derrière, il va faire les bons calls d'API, mais ça, vous n'avez pas besoin de vous en soucier. On peut imaginer que ces 5 API ont des documentations différentes. Vous n'avez pas à les lire, vous n'avez que à lire celle-là. Et en plus, eux, évidemment, on peut imaginer qu'ils essayent de faire des API plus simples à lire, etc. Et donc, c'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà, donc vraiment, je trouve que c'est hyper bien fait. Euh, on pourra en reparler. Il y a des choses autour de l'image, donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de Lilian et puis d'aller regarder un petit peu tout ça. Mais c'est vraiment intéressant. Et donc là, c'est un vrai agrégateur en quelque sorte. C'est un vrai agrégateur, c'est vraiment bien fait. Mais donc finalement, si on revient sur NoCode API, eh ben, on est un petit peu dans le même ordre d'idées. C'est-à-dire, vous créez un compte sur NoCode API, vous allez avoir uniquement une clé d'API NoCode API, et puis vous allez pouvoir utiliser de manière simplifiée tous ces API-là. Alors, il y avait une question, est-ce qu'il y a l'API de Microsoft Graph? On peut regarder, a priori, non. Donc, il y en a une quarantaine, cinquantaine. Donc voilà, c'est intéressant. Vous voyez ici les intérêts. Donc voilà, c'était assez sympa. Et donc au passage, du coup, il y en a un paquet, hein, des méta API comme ça. Il y en a une que j'aime beaucoup, que j'ai utilisée plusieurs fois dans le cercle des ops, qui s'appelle One Simple API. Que je trouve vraiment sympathique, parce que c'est vraiment une toute petite API très simple, qui n'est pas vraiment spécialisée, mais qui est vraiment, vous pouvez voir ici tous les exemples. Voilà, il y a plein de petites fonctionnalités qui sont toutes individuellement très pratiques. Voilà, qui sont assez différentes. Voilà, les gens du cercle la reconnaîtront, j'ai utilisé quelques fois. Et c'est plein de choses différentes, mais qui sont toutes hyper pratiques, très franchement. Et voilà. Et donc, pareil, hein, derrière, en réalité, ils utilisent d'autres API, mais ils vous simplifient l'usage. Donc voilà, c'est assez simple. Donc ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Donc n'hésitez pas à aller voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis on en a une dernière, alors qui mériterait vraiment d'être creusée très largement. Et que je ne vais pas le faire là, mais je vous l'indique quand même, mais c'est un sujet sur lequel je reviendrai. C'est Meta API. On a eu une présentation très intéressante à la conférence API Days. C'est des Français qui font ça, ils sont présents sur le Slack de NoCode France. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Salut Muriel, au passage qui arrive sur la fin. Et donc c'est aussi, alors là, le nom l'indique, hein, c'est une Meta API, mais qui a à l'intérieur en fait la possibilité de faire des automatisations. Et qui va notamment, en fait, alors ça va être un petit peu compliqué à expliquer, mais qui permet de faire de l'hôte, en fait. Donc il y a pas mal de choses. Vous voyez, en fait, là, vous avez aussi, pareil, hein, tous ces API qui sont agrégés. Vous pouvez les explorer, il y en a un bon paquet. Et puis, et voilà. Et donc, en fait, vous allez pouvoir utiliser. Mais en fait, ce qui est assez fort avec Meta API, c'est que ça va vous permettre d'implémenter de l'hôte, et donc, en fait, de faire utiliser ces API par vos utilisateurs.
un peu, c'est pas forcément évident à utiliser, mais voilà, par exemple, vous pourriez faire des automatisations qui permettent d'accéder non pas seulement à vos documents Google Drive, mais aussi dire à des gens de se connecter à travers votre service à leur Google Drive et vous allez pouvoir traiter leurs données, mais tout en étant sécurisé. Je sais pas si, je crois que malheureusement, les API Days n'ont pas fourni les replays, mais voilà, je pense que peut-être je proposerai il me semble qu'il s'appelle Mathieu, le cofondateur de Meta API, de faire une présentation ou quelque chose comme ça pour nous parler de ça. C'est un sujet un peu technique, mais c'est vraiment très intéressant. C'est sur un niveau un peu plus avancé, il faut avoir bien compris les API, il faut avoir compris le haut, mais eux, ils vous abstraient ça une fois que vous l'avez créé, vous allez pouvoir faire des trucs assez intéressants. Donc voilà, on va avoir l'occasion d'en reparler, mais j'étais obligé d'en parler quand même, puisque le nom, vraiment, Meta API, si on parle d'API, Meta, d'agrégateur, il faut évidemment parler d'eux, puis ils sont français, donc voilà. Est-ce que Lilian, tu as un lien d'affiliation pour Meta API? N'hésite pas à le partager, sinon on est juste content de leur donner un peu de force. Voilà, si vous les connaissez, je sais qu'ils ont consulté pas mal de gens dans la communauté, donc voilà. Écoutez, on s'arrête là pour ce petit segment sur les méta API. J'espère que ça vous a plu. C'est un sujet un petit peu technique, mais on va beaucoup parler d'API parce que c'est un sujet, moi, qui me passionne. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir dans les semaines qui viennent. On va parler de ça. Si vous avez des sujets sur les API, n'hésitez pas, des choses dont vous voudriez parler, n'hésitez pas à m'envoyer ça. C'est quelque chose, moi, qui me plaît beaucoup. C'est forcément aussi lié un petit peu à mon background de dev, mais c'est aussi, je pense, parmi les choses qui font que on accède en fait au level supérieur en tant que no-codeur, low-codeur, etc. C'est là où on accède au niveau supérieur. C'est des choses qui auparavant étaient pas mal réservées aux devs, mais qui doivent être désormais accessibles à tout le monde, notamment des outils comme Make par exemple, qui permettent vraiment de travailler d'une super manière avec les API. Voilà, notamment d'ailleurs dans notre dernier niveau de formation, on parle justement de l'hôte, O2, etc. Donc vraiment des usages très, très avancés, quoi. Eh ben écoutez, voilà, on arrive sur la fin. Salut Lorraine qui nous quitte. Écoutez, on a eu de la chance, on n'a pas eu trop de bruit, donc c'est pas trop mal. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Eh bien écoutez, pour terminer, je vais vous donner quelques news. Donc on a toujours notre bootcamp, hein, Operator, avec nos amis d'Auto, on cherche toujours, hein, des personnes. Ça avance bien, on a bientôt notre promo, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, même si je pense que si vous nous regardez, vous avez probablement un usage un petit peu plus avancé, hein. C'est un bootcamp qui s'adresse vraiment aux débutants qui sont en reconversion, qui veulent aller vers le métier d'ops, d'opérateur. Donc n'hésitez pas, si vous en connaissez, si vous pouvez leur partager, ça nous aidera. Deuxième chose que je voulais vous dire, notre projet No Code House à Barcelone avance beaucoup. On est en train un petit peu de se faire dépasser par ce projet, pour être tout à fait honnête. Je vous mets le lien. Je vais même vous partager l'écran. Ça me fait plaisir, vous montrer un petit peu l'écran que Stan a fait. Enfin, le site, pardon, que Stan a fait, voilà. Hop, la No Code House à Barcelone. Donc c'est notre nouveau projet. Voilà, alors il n'y a pas grand-chose de plus, mais je vais vous teaser un petit peu parce qu'on a eu une confirmation. Donc, comme je disais, on est en train un peu de se faire dépasser par ce projet, parce qu'à la base, on voulait simplement vous donner rendez-vous à la communauté française à Barcelone pour parler de nos codes et puis organiser des événements. Puis de proche en proche, en fait, on a plein de gens qui sont intéressés, qui se greffent. On a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont indiqué qu'ils voulaient venir. Donc on est un peu impressionné par ça. Donc du coup, ça nous met l'impression. Donc on essaie d'organiser des événements. Donc, c'est la dernière semaine d'avril, il y aura chaque soir des événements. Le premier soir, ça sera pas autour d'un outil, ça sera un apéro, un truc un peu sympa pour se rencontrer et faire connaissance, puisqu'on va passer une semaine tous ensemble. Le mardi, ça va être un petit peu la soirée d'ouverture. Pour l'instant, c'est pas confirmé, mais ça va être autour de 3 outils. 3 outils no code un peu avancés, très beaux, qui fonctionnent bien ensemble. Mais voilà, j'en dis pas plus parce que
Bah, c'est en confirmation, mais je peux vous dire juste que ça fera très plaisir à Xavier. D'ailleurs, j'espère vraiment que tu viendras. La deuxième soirée, le mercredi, c'est confirmé. Ça sera une soirée autour de Tali. On aura la chance d'avoir Marie et Philippe, pardon, les cofondateurs de Tali, qui sont vraiment hyper sympas, hyper cool, qui organisent vraiment la soirée, en tout cas un bout de la soirée entre 18h et 22h. On a déjà le lieu, c'est un très beau, très bel espace. Donc vraiment, ça va être très très cool. Alors, par contre, bonne question Muriel, tout cet événement va être en anglais. Et évidemment, il y aura beaucoup de Français, donc vous pourrez parler en français avec les Français. Mais nous, notre but aussi, et on sait que l'anglais, ça peut être un problème un peu pour certains, mais notre but, c'est de faire vraiment aussi une rencontre interculturelle. Donc, il y aura des Espagnols, il y aura Marie et Philippe, par exemple, ne parlent pas français. Ils habitent en Belgique, mais dans la partie flamande, à Gand. Donc, ça sera en anglais pour donner accès au plus grand nombre, et parce qu'on va streamer aussi tout ça. Donc voilà, donc c'est l'occasion, préparez votre anglais, vous avez 3 mois, faites du Duolingo. On a vu ce matin d'ailleurs dans Product Hunt un outil qui permettait de progresser en anglais grâce à l'IA. Donc voilà, vous avez quelques semaines. Donc ça c'est vraiment important de le noter. Donc voilà, ça c'est la soirée du mercredi. La soirée du jeudi, elle est en cours d'organisation, mais elle sera autour de Bubble. Voilà, a priori. Et la quatrième journée, le quatrième soirée, sera a priori autour de Webflow. C'est encore à confirmer, c'est en discussion, voilà, on va voir, mais peut-être vraiment un très bel événement parce qu'on aimerait bien que ça soit un petit peu la closing night. Voilà, je commence à parler un petit peu en anglais pour vous mettre dans le bain, mais voilà, mais ça sera. On va voir, ça va être, on va teaser un petit peu ça, mais ça risque d'être un très bel événement. Et puis le samedi, eh bien, voilà, tout le monde fera un petit peu ce qu'il veut, et puis nous on repartira le dimanche. Voilà, vous pouvez venir moins longtemps. Salut Martial, au passage. Euh, Vous pourrez venir moins longtemps. D'ailleurs, Martial, qu'on retrouvera jeudi soir pour les membres du cercle, hein, pour la première séance de brainstorming. Voilà, ça c'est un autre petit teasing. Mais voilà, ce sera pas public, c'est pour les membres du cercle, mais voilà, prépare-toi pour jeudi. Pardon. Donc voilà, donc c'est la semaine, vous pouvez venir, vous n'êtes pas obligé de venir toute la semaine, vous n'êtes pas obligé de... Vous pouvez venir un petit peu quand vous voulez. Inscrivez-vous sur le site, il y avait un lien vers un formulaire Airtable, inscrivez-vous, on vous donnera des news bientôt, on vous indiquera, peut-être qu'il faudra payer un petit peu pour contribuer à l'organisation, on va voir, on aimerait bien que ce soit gratuit, mais bon, en même temps, ça peut nous aider aussi pour l'orga de faire payer un petit peu, donc on va voir. Ça dépendra un peu, mais ça sera accessible, ne vous inquiétez pas, nous on fait ça vraiment par passion, pas pour l'argent, mais par contre ça, voilà, ça commence un petit peu à se professionnaliser. Écoutez, merci beaucoup. À la semaine prochaine, donc à 8h précise, pour se retrouver pour la prochaine émission. D'ici là, eh ben, écoutez, il y a plein, comme d'habitude, hein, d'émissions sur le Twitch de No Code France. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. J'espère que vous l'êtes. Merci, vous avez été nombreux encore une fois cette semaine à me suivre. Ça fait vraiment hyper plaisir. Ça m'aide à me lever le matin. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis à venir. Donc à midi, ça parle d'Ops avec Julien. C'est le live de Julien Mottet sur Airtable comme tous les premiers mardis du mois. Voilà. Demain, l'émission de la team XAR. On a évidemment ce soir Stan pour les mardis no-codiens. Voilà, et puis le reste de la semaine, eh bien, vous verrez ça. Il y a aussi l'émission de Thomas vendredi autour de l'IA à midi. Voilà, plein de choses. La Bubble émission, le No-Code Game. Vous connaissez maintenant la grille des programmes. Voilà, la télé française du No-Code, vous êtes dessus. Abonnez-vous et puis on a hâte de vous retrouver sur le Slack de No Code France et sur le Twitch. Allez, à bientôt, salut.